Bonjour à tous, bienvenue sur OGaming StarCraft 2. Est-ce que ça va bien, Yogo? Bien, et toi, mon cher Tude? Et bah ça va, super week-end, énorme performance de petit Ouais, purée, il a régalé, il a assuré jusqu'au bout, même jusqu'à la bouteille de champagne. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, parce que c'est, tu vois, c'est la consécration des, voilà, c'est la consécration d'un joueur. Donc déjà pour lui c'est bien. Il est méritant parce qu'il a énormément bossé et depuis longtemps. Et puis on le sentait frustré parce qu'il était avec nous en fait tout le long des Nation Wars. Seulement, c'est le 4e homme qui n'a pas pu jouer. Et quand il voyait Lilbo performer peut-être un peu moyen, Stéphano pas mettre le moindre point, il était là en mode purée, mais j'ai envie de jouer, j'ai envie de montrer que voilà, je suis capable de faire quelque chose. Bon, on le sentait, hein, il était content de caster, mais il aurait peut-être préféré jouer. Donc là, le voir trouver, pouvoir se placer en avant et puis remporter le titre. C'est un juste retour des choses. Ça fait trop plaisir. Et juste, Alexis, quand tu pourras checker, j'ai des grésillements dans le retour. Bon, je sais pas s'ils l'ont sur le stream, mais dans le casque, il y a des grésillements. Mais quoi qu'il en soit, et puis il a aussi une super attitude en fait. Donc c'est un joueur qui est extrêmement respectueux, très positif, c'est un bosseur. Donc moi je trouve ça super qu'il soit récompensé pour ça. Et ça présage que du meilleur sur cette saison 2016 où il y aura donc paquet de gros events. Alors tous plus ou moins ensemble discutés juste avant. De toute façon il y aura beaucoup de choses qui arriveront cette année et si on a autant de joueurs performants en France, c'est bon parce qu'on a beau y avoir la période Stéphano, on avait le joueur qui brillait. Il était un petit peu tout seul. Là, quand on voit la masse de représentants français, on se dit qu'il est, il est possible de presque d'avoir plus de titres. Parce que quand un joueur peut difficilement remporter tous les tournois, parce que tu as des hauts et tu as des bas. Mais là, ce qu'on voit avec les joueurs français, c'est qu'ils se relaient en fait. Chacun leur petit tour. On a eu Lilbo qui prend double session 3. Il y a Marie Lord qui emmène l'équipe de France au Nation Noir. Derrière, Tidrogo prend la relève. C'est bon, quoi. C'est bon. Franchement, ça fait plaisir pour la scène française qui est vraiment en train de rayonner. Alors du coup, ce soir, on voit ce logo Sibet. Donc c'est le sponsor de la compétition qu'on va commenter ce soir. C'est ça. Organisé donc par Base Trade TV, qui comme d'habitude sont l'un des plus gros moteurs, je dirais, de la scène StarCraft de haute que tout ce qui est DreamHack, on va dire grosse entité en termes de structure un peu moindre. Ils envoient la patate à l'intérieur, ils font 1 milliard de tournois et donc là ils nous en proposent un. Comme d'habitude, ils cherchent à amener un peu de diversité et là ils l'ont choisi en posant le format du Race War. Alors. Il n'y a que des joueurs coréens, je crois. Non en fait, non, pas que des joueurs coréens. On a un petit mix entre du. Alors limite, est-ce que c'est peut-être pas forcément la page la plus belle? Est-ce qu'il n'y a pas une page Liquipédia? Tu vois, je suis en train de me dire, parce que ça permettrait d'avoir. On la trouvera à la pause si tu veux. Vas-y, balance-la-nous parce que. J'étais en fait sur la. C'est peut-être ça. Ouais, non, rien à voir. Ça c'était les qualifs. Ah merde, il y a les résultats. Ok, pas de spoiler. Mais en gros, ça va être un race war. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, il y a c'est 6 joueurs de chaque race. Voilà. 6 Protoss. C'est ça, c'est 6. 6 Protoss, 6 Terran, 6 Zerg. Et le but de cette compétition, c'est de déterminer quelle est la meilleure race. Et ça vous plaît. Hein. Mais j'ai presque envie de dire, c'est un peu traite. C'est presque le joueur, ils vont faire exprès de perdre pour faire ah David qui me regarde, on s'est fait défoncer. Non. Mais bon, pour éviter ça, il y a un peu de pognon qui a été mis. Donc en fait, les 6 Terran, par exemple, ne vont pas jouer entre eux. Ils vont jouer contre des Protoss et des Zerg. Et à la fin, quand tous les joueurs, je sais pas si ils vont probablement pas tous se rencontrer, mais quand tous ils auront joué combien 2 fois? Ça fait à peu près ça, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. On va checker. Et ben du coup, on aura un score, on aura un nombre de victoires par race. Est-ce que ça s'arrête là? Ça s'arrête à peu près là. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit match Archon pour le plaisir, mais voilà, en tout cas il y a 2000$, on voit 1000 pour la première place, 500, 250 et puis un match Archon 250 supplémentaires. Mais voilà, on esquive les matchs miroirs et là où ils ont bien fait les choses, contrairement au Race War qu'on a vu un peu traditionnel, où allez, première journée, on fait la journée du TVZ et puis on se bouffe des TVZ toute la soirée, c'est chiant. Là, ils ont tout mixé. Donc, on va faire 2, c'est ça, 2 de chaque en fait, 2 TVZ, 2 TVP et 2 ZVP. Voilà. Je te propose d'attaquer direct la première game. Ce soir, on a des rencontres, on a pas mal de rencontres. Hein.
jusqu'à minuit, je pense. Il va y avoir vraiment beaucoup de rencontres. Avant d'y aller, on va les annoncer. On a Bomber Serral, Bomber Mana, Serral Verdi, Bunny Verdi, Scarlet Mana, Bunny Scarlet. Donc du lourd, super lourd. Bomber, Serral, Bunny, Scarlet, Mana, Verdi. Ils n'ont pas pris les moins bons. Ouais, il y a un super niveau. Yes. Et ça va être l'occasion de voir notamment les joueurs coréens. Quel est leur niveau, tu vois, on a vu. Donc on sait que maintenant les événements WCS, licenciés WCS, sont interdits aux Coréens, sauf les Coréens qui ne sont pas basés en Corée. Et on a vu Drogo briller dans les événements WCS européens. Mais qu'en est-il de la Corée? Et qu'en est-il de cet homme en terrain bleu, à gauche, sur Bridgehead? Il s'agit de Alive. Et on va à droite pour la Team Roca depuis bien peut-être maintenant 3 ans. Yonem, qui est donc face à Alive, qui, chez Sbelu, qui a lâché la team et qui donc a été récupéré par Africa. Et ça, c'est l'une des plus grosses bonnes nouvelles de ces dernières semaines, si on exclut bien sûr la victoire de Pidrogo qui nous concerne, c'est que là où on aurait pu se retrouver à presque 6 équipes en Pro League à cause de Sbenu qui a eu pas mal de soucis, Africa qui s'est senti un peu poussé des ailes en disant ok, on va carrer la scène, et ils ont essayé de sponsoriser donc 2 tournois boudoirs. Voilà, donc déjà c'est bien, mais surtout ils ont récupéré la team Sbenu dans son ensemble pour la renommer Africa, je sais plus quel était le petit nom. Enfin voilà, c'est grosse nouvelle parce que c'est difficile en fait de tenir, tenir une équipe où tu as quasiment 6-7 joueurs dans le roster pour participer à la Pro League. Donc voilà, ils ont aligné le bifton et c'est en fait. Ok. Live, on en entendait beaucoup parler il y a 2 ans. Ouais. C'était l'un des plus gros joueurs du début de StarCraft sur Wings of Liberty. Il y a eu une petite période sur Heart of the Swarm aussi avec notamment son passage chez Evil Genius, même si ça n'a pas été super glorieux. Mais en tout cas sur ce début de Legacy, il n'a pas été là sur les premiers mois. Mais dès qu'on va dire elle est passée en mode ouverte, le mec, on l'a vu arriver avec un niveau de malade mental. Ouais. Et je pense que, sans trop me tromper, que c'est l'un des plus gros joueurs Terran à l'heure actuelle. Il retrouve un peu de sa super par rapport à il y a quelques années. Alors là, c'est pas mal ce que propose Yoon. Ouais. Yoon contourne volontairement ce Reaper. Il voit que le wall est vide. Ouais. C'est-à-dire que là, les Zerglings ne vont rien détruire, je pense, mais vont pouvoir bien pénibiliser. Attends, est-ce qu'il a le temps de détruire le réacteur? Bon, je pense. Là, c'est des garlous parce qu'il ne peut rien produire. Mais là il peut sortir instantanément. Alors, 4, c'est un peu trop. Mais 3 pour le réparer, parce qu'en fait, tu peux pas réparer un bâtiment en construction. Voilà, c'est réparé, c'est géré. Hein. Oh là là, le timing de... Le Reaper revient au passage pour tuer ces Zerglings. Mais je pense que c'est déjà rentable. Hein. Le temps perdu à réparer avec 3 VCS plus les ressources mis dedans, ça vaut carrément le coup. Moins les dommages que tu aurais pu prendre sur un seul pusher. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais as-tu remarqué quelque chose de particulier sur cette partie? Déjà, c'est Bridgehead. Voilà. C'est ça. C'est la map. Ouais. La map, pourquoi ils ont choisi cette map? Aucune idée. C'est les maps qui étaient sur le premier map pool de la bêta. Ouais. Qui était super sympa parce que c'était une des cartes de la fin d'HOTS qui était vraiment la fameuse tête de pont, tête de pont en français, avec les 2 cailloux en backdoor, ces couloirs chelous. Elle était vraiment marrante, je trouve. Et voilà, je pense que c'est pour mettre un peu de diversité. Oh, regarde la diversité, regarde le BO qui est en train de sérieux proposer Yoon, Nidus, Roach Warren. Sidrone, please. Hein. Oh là là. Donc le mec en fait. Oh. Et attends, et tu sais que au niveau mind game. Oh, il est dingue! En fait, la puissance du BO de Yoon. Oh non! Yoon envoie 4 Zerglings pour forcer le Reaper à back. Et donc, il n'y aura pas de scout. C'est une dinguerie! Ce réseau de Nidus. C'est-à-dire la puissance du BO là. Hein. C'est ouf parce qu'en fait, le tier 2 il arrive tellement vite que le faucheur n'a pas le temps de rentrer à la maison et de revenir quoi. Voilà. Et là, c'est complètement fumé. Attends, le Nidus. C'est fumé. Le Nidus. Je crois qu'il a senti parce qu'il vient de siéger là. Il l'a vu, je pense. Ouais, mais en fait, le siège du tank là, je pense que ça a été vu. Canal de Nidus. Le tank. Le Medivac sur le tank. Ouais. Ça va aider à défendre. Ouais. Donc à minima, il va pouvoir deny la B2, mais le plus important en fait pour le joueur Zer, c'est d'aller dégager les bâtiments de prod pour éviter que les tanks se cumulent. Je sais pas s'il peut passer là. C'est bien défendu pour l'instant de la part de Live.
C'est un peu, ça semble un peu brouillé. Très bien défendu. Je pense pas que ça passe pas, je pense. Alors dès là, que le deuxième temps sort, non, ça passe. il arrive à gratter quelques marines, mais là le libérateur va sortir. La B2 il sait qu'il n'y a rien à y faire, donc il faut absolument aller là-dessus. Le temps qui fait max de dommages, maintenant qu'il en a 2. Et là pour moi, Youn doit se rendre compte que ça ne passera pas. Enfin, il va peut-être forcer le lift de l'assassin brutal, mais ça passera jamais. Il va plus pouvoir back, il perd son canal de Nidus. Honnêtement, je pense que j'aurais préféré une retraite parce qu'il a continué à faire des roaches et on va avoir un autre canal de Nidus. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de s'entêter sur cette agression? C'est ultra all-in. T'es obligé d'y aller et t'espères que le mec fasse une boulette. T'as aucune possibilité de transition. Parce que le gars, bah, il est déjà sur B2, il a pas mal de BCS, il a beaucoup de mobilité avec sa Medivac Tank, Libérateur. T'es obligé d'y aller. Honnêtement, je pense pas qu'il puisse passer. Ah bah non plus, hein. Mais il n'a pas le choix. T'espères la boulette. Allez, attention, Youn qui se commit et Youn qui perd tout. Ouais. En fait, t'es obligé d'aller à l'empalette et puis t'espères que au moment où t'attaques, le gars il déchire avec le libérateur, qu'il y a un tank qui soit dans le Medivac et pas reposé, que là il perd de DPS. Honnêtement, alors je comprends ton point de vue, mais vraiment, le moment où il fait son Nidus, il a 4 queens. Tu poses une tumeur qui ira s'enterrer pour forcer un scan, donc la tumeur elle vaut 270. Et en fait, dès que tu sens que tu passes plus, tu back. Genre vraiment tu back, mais tu te remets pas à faire des roaches, hein, à faire des drones pendant l'agression. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est la problématique du mort pour mort en fait. Mort pour mort, tu choisis une option. T'es mort en allant attaquer, donc tu peux te dire je transis écho. Mais vu que tu sais que t'es censé être mort en transition écho, tu peux te dire je ligne pour attaquer. C'est vraiment une question de... Ouais, je sais vraiment pas s'il était mort en transition écho. Je veux dire, il a forcé le lift B2. C'est-à-dire qu'on a un Terran avec une mule et une station orbitale qui volent. Et qui mine sur une base. Ça va coûter de l'argent, ça va coûter du temps de la reposer parce qu'il y aura du creep. Si tu perds pas trop de rochers de Queen, bon je suis d'accord, il faut que tu poses pas mal de trucs en Zerg pour revenir, genre face des drones, des chambres d'évo, etc. Mais moi je pense qu'il y a une transition économique derrière ça, quoi. Si tu forces le Terran à surréagir et vraiment avoir peur à continuer à siéger plutôt que de prévoir la contre-attaque, tu le bananes. S'il comprend tout de suite que t'es pas en train d'insister, son Medivac, plutôt que de récupérer le tank, il va prendre 8 marines, il va de suite aller contre-attaquer et puis il va venir te cramer ne serait-ce que 4-5 drones qui vont complètement te foutre au fond. Mais je suis complètement d'accord avec toi quand même sur le principe que... Enfin, si tu es 100% sûr que tu vas t'empaler à l'attaque, éventuellement tu peux tenter la transition écho, mais dans les deux cas, je pense que tu es sur la définition du all-in, c'est que voilà, c'est un peu tapis, tu vas et si tu fails, t'es mort. Et là, ça va être compliqué de défendre. À l'agression de live, genre honnêtement, il y a très peu d'économie pour Youn. Il a très peu de troupes, il a quasiment rien. Il y a 3 ravets. Et là, il a de la chance que Alive ne l'attaque pas de face, mais prenne le temps de faire le tour, parce que de face, il pouvait pas défendre. Là, le libérateur, avec ses 6 points de vie, il va faire un peu le malin. Il verra pas bien loin. Alive, qui fait le tour. Ok, bam. Ça c'est fait. Alors l'agression sur cette base, dans l'état, elle ne peut pas être défendue. Bon, le mec est en train de lancer la Spire, hein. Il n'abandonne pas ce joueur. Zer, ici pour le Race War, on le rappelle, Seabait, organisé par Brave Straight TV. Un format fort sympathique. Qui, GG en plus, nous permet d'avoir des matchs plutôt cool parce que t'amènes de la diversité avec un Race War. Mais bon, c'est pas extraordinaire. Enfin, c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire non plus. Par contre, ramener des vieilles cartes, je trouve ça cool parce que sur certains de leurs tournois, ils ont pris le risque de mettre des nouvelles cartes. Mais des nouvelles cartes que personne n'a joué, ça emmerde les joueurs parce qu'ils ne vont pas s'entraîner juste pour un seul tournoi. Pardon. Donc là, pour mettre de la diversité, ils vont sur des vieilles cartes que les joueurs ont jouées, ne jouent plus, donc il y a un petit peu moins d'entraînement dessus, mais qui sont quand même connus un minimum des joueurs. Donc il y a toujours ces bonnes initiatives que j'aime chez Base TV qui permettent de mettre... voilà, on n'est pas sur... allez, on va faire une go fort de plus, et puis on a le même tournoi avec son petit bracket, son VMAP pool ladder. On se plaise. À côté des GSL, c'est plus original. Voilà. Après, donc là, il n'y aura pas de mirror. Par exemple, dans cette compétition, il n'y aura pas de TVT, ZVZ, PVP, parce que c'est la compétition qui veut ça. Mais bon,
On va pouvoir voir des stratégies différentes. Et on est parti pour la deuxième manche de Yoon contre Live. Alors je crois ça, effectivement. Bim, bim. Et on vous rappelle, petit rappel, si vous êtes sub, la soirée sub, c'est samedi soir. Donc voilà, donc vous pouvez venir avec votre +1. Il y a donc un visuel de la compétition. Quand je parle de la soirée sub, c'est cool. Ça c'est les favoris et les cotes. Donc si tu mises, d'ailleurs c'est le sponsor Cbet. Alors moi je connais pas du tout un site de paris sur l'e-sport, mais si tu mises sur E-Live, ta cote c'est 1,89 et si tu mises sur Yoon, ta cote c'est 1,75. Ouais, pas mal. En sachant que la compétition a déjà eu lieu. C'est pas du live, on est sur des replays là. Donc ça sert à rien de parier, ça a déjà eu lieu. Voilà, mais vous savez que pour les prochains matchs, éventuellement, vous pouvez lâcher un petit peu de blé. Ouais, et je rappelle juste la soirée sub. Samedi soir, il y a un article sur le site ogaming.tv qui détaille tout. Il y a donc une page sur Facebook. Tout a été pubé sur la page Facebook Ponfétude. On a mis les détails, les liens, etc. Donc si vous êtes sub, vous pouvez venir avec votre +1. C'est au Bello Cheese à Paris samedi soir. On sera donc tous présents pour une bonne soirée bien sympathique. Et ça, c'est forcément, tu l'as précisé, mais on le rappellera jamais assez, avec le +1. Voilà, donc si vous avez la copine ou un pote qui n'est même pas sub, ramenez-le. Plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Allez, on est parti et on a en haut à droite qui part sur Double Axe Reaper. Il s'agit de Alive. Et du coup, en bas à gauche, pour la team Rokatsu, mais plus pour les ergs aujourd'hui, Yoon. Alors qu'est-ce que t'en penses de Double Axe Reaper? Ça fait partie des BO standards qui ne sont pas trop all-in parce que tu peux très vite faire transition. C'est cool. Ça fonctionne beaucoup moins qu'avant. Sur cette carte là, ça reste l'une des meilleures openings parce que arrivé à 7-8 Reaper, tu peux contrôler la rampe et cloîtrer complètement un Zerg sur de base. Si le Zerg se contente de défendre juste avec des Lings et des Queens, il ne pourra jamais défendre la rampe. Il faut défendre super vite avec un tiers des cafards pour descendre la rampe le plus tôt possible et contrôler cet espace là plutôt que celui-là. Parce que si tu contrôles ici, au moins ta B3. Si tu te planques là, jamais tu ne descendras la rampe et c'est la merde. Voilà, pendant que Jules68 qui rejoint la route tout poutre ou enchaîne les subs, on mettra le chat pour avoir précision pour Chavaric puisqu'on n'a plus la tablette. Alors, premier Reaper qui a été vu. Et attends, tu peux mettre la vision de l'Overlord chez le Terran? Au nord. Attends, tu veux le... Bah justement là, tu vois, regarde. Ouais. Là, je pense qu'il a capté que c'était la deuxième baraque. Ouais. Alors, on n'est pas sur quelque chose de trop lean non plus. On a que 2 Rax Reaper, on n'est pas sur la 3ème où ça monte très vite en faucheur. Donc, voilà. Je ne suragis pas. Tant mieux. Mais il ne faut pas sous-estimer ce type de build. Parce que se dire juste j'ai géré avec du Lings, c'est parfois le mauvais plan. Parce que mine de rien, pas pour le jeu de mots, avec ses mines, il décale quasiment systématiquement sur les queens. Il vient de prendre quelques kills, alors ça c'est ambitieux. Oh, le surrend qui a été raté. Par contre, ici... Oh, il prend la queen pour un seul Reaper avec les 3 le spinning dans 10 secondes. Ouais. Oh, il fait le full. Greedy. 5, 4, 3, 2, 1... vas-y les petites ailettes. Non. Oh non, il est cheaté. Il est tellement cheaté de la micro. Il aurait dû rester près de la choke là, je pense. Alors, voilà. Donc, voilà pourquoi je disais, à l'heure actuelle sur Legacy, c'est l'un des meilleurs terrains au monde. On le voit tout de suite sur ce petit move de micro-gestion qui était complètement insane. Le timing parfait. Et le mec, pour un faucheur, il a mis voilà, on est à 100 pertes contre 500. Ni plus, ni moins. Allez. Ah non, là il y a le petit fail. Bon. Je dirais petit fail, vu le dommage qu'il a fait, les Erlingsi qui ne vont pas servir à grand chose, il est quand même gagnant dans le délire au final. Toujours 300 contre 500 de pertes. Par contre, t'as vu ce que fait Yoon? Yoon n'en a pas profité pour lancer B3. Il fait un Roach Warren, mais sans tir de cette fois.
il va poser B3 après, mais c'est vrai qu'il aurait presque pu la mettre avant. Je pense qu'il voulait le tirer des cafards au cas où il y avait un retour massif de Reaper. Voilà, c'est ça. Au cas où, tu sais, les 4 Reaper back, t'en tues aucun et tu te rends compte qu'il y en a 4 à la maison. Et là, tu dis, oh là là là. Et là, tu peux partir très très vite en couille. Effectivement, parce que le BO, on va dire classique, quand tu es Zerg, tu es bien, c'est tu poses la B3 et immédiatement après le tirer des cafards. Là, on a vraiment eu l'ordre inversé à cause de l'opening de Reaper, c'est ça, et puis cette pression qui, c'est pas forcément direct, mais indirect de, voilà, le mec il a des racks, il fait des cocheurs, t'as peur. J'aime bien le bunker de la part de Live dans son wall. Il a vu beaucoup de Zergling, beaucoup de spilling. Une des possibilités, c'est le Baneling Bust. Ouais. Tu vois, à ce moment-là, c'est vraiment possible. Donc ce bunker, en l'occurrence, est inadapté, mais c'est une précaution qu'il a choisi de prendre et voilà, qui peut totalement justifier. Il aurait pu passer à côté du Baneling Nest avec ses Reapers, ne pas le voir. Et si ça lui coûte la game, tu vois. Complètement, en sachant que le gars, il sait qu'il a 3 bases derrière, que ce bunker qui va lui permettre de tenir en cas de pépin va aussi lui permettre de ne pas lancer un scan tout de suite, parce que si tu te permets, si tu ne lances pas le bunker, tu prends énormément de risques. Donc tu es quasiment obligé de lancer un scan pour avoir comme un ordre d'idée sur ce que fait ton adversaire. Là tu ne vas pas scanner tout de suite, même s'il va peut-être le faire d'ici quelques secondes. Mais voilà, tu fais le bunker et ça coûte moins cher au final. Ouais. Sachant que tu le salvage. Alors par contre, ce que j'aime pas trop dans ce BO double Reaper, c'est que pour moi vraiment la seule transition, c'est bio sans Hélion en fait. Parce que non, c'est pas la seule, mais c'est la transition la plus logique parce que tu as déjà 2 baraques. Donc tu fais Tech Lab, Réacteur par exemple, Steam et ça. Mais du coup tu deviens prévisible en fait. C'est ça la faiblesse de 2 Rack Reaper ou 3 Rack Reaper si tu choisis de transitionner après. Bien sûr. C'est qu'il n'y aura pas de Hélion par exemple. Je suis d'accord avec toi, tu es prévisible. Maintenant je rajouterais qu'à partir du moment où tu as fait des dommages, à l'heure actuelle, il n'y a rien de mieux que bio, parce que mec, ça pue la merde, ça fait tes dommages. Est-ce que tu as vraiment envie de ravoir des lions? Je suis d'accord, mais il y a différents types de bio, genre tu peux faire Banshee et Lion. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu peux faire un timing battle et Lion. Tout de suite, quoi. Il y a des options avant de partir sur bio, quoi. Et là, tu t'en laisses pas vraiment en fait. Alors attention, la bio qui arrive et qui va prendre 15, 16 drones. Tu sais quoi? Honnêtement, Yoon se fait... Mais il est en train de se prendre un petit timing qui est fort classique. C'est pour ça que c'était un peu faux quand je disais tu peux pas repartir à l'agression aussi par rapport à ce que tu disais, tu peux pas repartir sur Tourmenteur, tu peux pas rajouter la Banshee pour faire chier. Là, le seul moyen d'agresser, c'est de faire avec ce que t'as. Vu que t'es un peu contraint de partir sur la bio, t'y vas avec de la bio, mais plutôt que d'attendre tes Medivac, il y a beaucoup de timing comme ça, un peu kamikaze. Est-ce qu'il y a Speedroach? Oh la vache. Il n'y a pas, hein? Non. Ok. Yoon est en train de grid un truc de fou pour aller chercher les ultras. Yoon est en train de grid pour aller chercher les ultras, mais ça, c'est s'il reste en vie. Il n'a pas fait Speedroach. C'est-à-dire, comment tu gères... tu gères pas. Comment tu gères 2 Medivac si t'as... je veux dire, t'as rien quoi. Il est en pleine transition. Yoon... il vient tout juste de récupérer l'énergie, encore que sur un infé, je crois sur les 4 faire en plus le de 2. Ah c'est chaud, la seule erreur de ma projection qu'on voit du côté de chez Alive ici c'est peut-être le retard sur la Murray, mais encore c'est pas grave parce que c'est permis d'avoir un peu plus de thunes pour produire autant d'unités que ce qu'il a fait. Le mec il prend le 2 de défense, il prend la hatch, sachant qu'en face on est sur un rush tier 3, que la B1 est quasiment terminée sur une catastrophe. Là ça se passe vraiment très très mal. En plus Alive a vu les infestateurs, c'est-à-dire il peut sentir que on est en train de rusher le tier 3 quoi. Quand tu vois des infestateurs. Parce que effectivement, il a scanné, comme tu as dit, on a vérifié, pas de speedroach, tu vois le mec a des infés, il y a peu d'unités sur le terrain, le mec cherche pas à poser B4, forcément c'est que c'est le tier 3. Et non mais là le rythme il est parfait chez Alive. Cette game elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est du terrain de Legacy de très haute volée. Et bim, on revient sur le terrain des cafards. Ici, on va aller chercher la B4. Alors, on prend des risques parce qu'il y a des infés encore. Il a cramé beaucoup d'énergie tout à l'heure sur les derniers Medivac. Donc, il n'a qu'une seule croissance fongique. Oh, ça touche les... Ouais, mais les Medivac. On a un qui va tomber. La bio est 1-1. Les Zerglings sont 1-1, vont bientôt être 2-1. Non mais
Pour en revenir sur le plan de jeu de live, le mec il fait quelques Reapers, il te faut au fond. Derrière il enchaîne avec un timing Marine Sim qui lui permet de temporiser l'arrivée de 2 Medivac qui ont débarqué à gauche. Derrière il a le temps de remettre 2 Medivac à droite. T'es dans le terrain qui... En fait, il n'y a jamais de temps mort. Systématiquement, il fait suffisamment de dommages, il gagne suffisamment de temps avec une agression pour temporiser la seconde. Alors j'ai une question pour toi qui joue Zerg. Ton Ultra Lisden se finit. Quand est-ce que tu lances la carapace chitineuse et les premiers ultras pour les synchroniser? Tu sais, comme les infestateurs. Si je veux que ma carapace et mes ultras sortent en même temps, quand est-ce que je dois lancer ça? Tu peux regarder les timers. En fait, le grade est toujours... C'est 80 secondes. C'est ça, c'est 100 et fois l'ultra c'est 39. Donc ça, en gros... Tu fais la carapace, t'attends à la moitié de la carapace, à peu près, un peu moins, et là tu balances l'ultra. Justement, comment dire, c'est pas vraiment comme ça que tu Ah oui, parce réfléchis. qu'en fait, non. Le upgrade est 2 fois plus long. Donc, mais tu veux que l'upgrade soit là quand tes ultras prennent la fight en fait. Je dirais que c'est beaucoup une question d'urgence. Quand tu rush tier 3, tu spams comme un Google. Non mais comme un Google ta caverne d'ultra parce que tu sais que l'upgrade elle est vitale. Et dès que tu as dépensé les sous pour avoir l'upgrade, tu spams comme un Google voilà, les larves pour sortir des ultras parce que tu les veux le plus vite possible. Donc il n'y a aucune notion d'ajustement de timing, c'est tu veux tes bestioles le plus vite possible pendant qu'on est dans l'enquête, ici avec une croissance fongique pour bloquer un peu de pop. La carapace qui vient de se finir, les ultras qui tankent énormément, mais il y a des maraudeurs en face. Et j'ai pas l'impression que ça va être suffisant ces ultras. Encore un Zerg qui est en train de se faire souiller Yogo pendant qu'il y a un drop dans la main. Par un switch ultra un peu greedy. Oh là là. Ouais, là ça a été méchamment greedy. Oh là là. Il s'est violé en fait. GG. Alors, j'aimerais voir plus de games comme ça parce que je me pose quand même beaucoup de questions. Honnêtement, ce genre de style de jeu qu'emploie Yeon, je ne suis pas fan en transition d'une grosse agression, d'une phase d'agression assez longue en début de partie. Pourquoi? Tout simplement parce que sur Legacy, tes bases s'épuisent très vite. Donc tu vois, Yeon, la finalité c'est quoi? S'il fait un 3 bases ultra, c'est long, tu vois. Pendant longtemps, tu vas rester sur 3 bases. Seulement, tu as perdu 3-4 minutes en début de partie à cause des Reapers à la con. Plus après les marines qui te steam à la gueule. Donc au moment où tu as les ultras, ta main est déjà terminée. Donc tu te retrouves à devoir produire des ultras sur 2 bases ennemies, ça ressemble à rien. T'as pas assez de thunes. Même si en low econ, les ultralis c'est ce qu'il y a de mieux, vu que tu dois sortir des ultras plus leurs upgrades, plus les upgrades de B, les attaques, plus des infés, t'as juste pas les thunes. Faire un 3 bases ultra quand le mec n'open pas avec full Reaper. Tu peux aller jusqu'à ultra à peu près sur 3 bases. Tu as une urgence pour poser la B4, mais de la même manière que le Terran. Par contre, là, en tant que Zerg, c'est pas possible. Enfin, bref, c'était peut-être un peu désespéré. Ouais. La première rencontre qui s'achève là-dessus. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième rencontre de la soirée. A tout de suite.